Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Arrivée du président de la République de Djibouti à Addis Abeba pour participer au sommet de l'Union africaine. Au niveau mondial, à Gaza, un mort et de nombreux blessés suite à l'attaque israélienne contre l'hôpital Nasser. Les détails dans cette édition de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Actualité à la une de ce journal. Le président de la République de Djibouti et président en exercice de l'IGAD, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, est arrivé en début d'après-midi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où il prendra part aux travaux du 37e sommet de 2 jours de l'Union africaine. Une trentaine de chefs d'État sont attendus dans la capitale éthiopienne pour les samedis 17 et dimanche 18 février à l'occasion pour les leaders du continent de se pencher sur de nombreux défis régionaux. À son arrivée à l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba, le président de la République a été accueilli par le directeur de la Banque centrale éthiopienne, M. Ahmed Shide, ainsi que de hauts responsables. Ce 37e sommet de l'Union africaine est placé sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». Construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique. Il sera consacré à la présentation et à l'examen de plusieurs rapports sur divers projets et problématiques tels que la réforme institutionnelle de l'Union africaine et la mise en œuvre de l'agenda 2063 dont le suivi a été confié au président Alassane Ouattara par ses pairs. Une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, son Excellence M. Abdi Mahmoud Heibi. الرحمن أكوما هوجي جوي لغو تسقاطي وحقبات دوني دا صوتي كجواب كباهرة جرتيو وحي بشادو جيدا جريدا ويقلال هرومر جيدا بيو آيو مشاريع كوما هوجي إنتاد هول وصوجي لبديتا جالو لوغ ياهي يليلك أبل مريدان تاجير كستوى فوليني إنتاد هول وصوجي لبديتا جالو لوغ ياهي يليلك أبل مريدان تاجير كستوى فوليني انتي جعل وانا قاقا
caafimaad nagula joog aabbo cadowgii jabyow caafimaad nagula joog aabbo jabuutina allaha nooga dhiga jagadii liibaanta. L'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale de l'Éthiopie, le représentant permanent de notre pays à l'Union africaine, son Excellence M. Abdi Mohamed Aïbé, a fait une déclaration à la faveur d'un point de presse tenu pour les préparatifs des travaux du sommet africain pour les chefs d'État et gouvernement, notamment le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. L'ambassadeur a également annoncé que la République de Djibouti est élue pour être membre du Conseil spatial de l'Union africaine. Voici son interview. Bismillahirrahmanirrahim. Depuis un certain temps au niveau du comité des représentants permanents, c'est-à-dire du comité des ambassadeurs, nous avons commencé les préparatifs. On vient de conclure hier soir également la 44e session ordinaire du Conseil exécutif, qui est la réunion des ministres des Affaires étrangères. Le président prendra part, à l'instar des autres homologues africains, à la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue le 17 et 18 février 2024, ici à Addis Abeba. Au cours de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement auront à examiner l'état de la paix et de la sécurité sur le continent au cours de l'année 2023 écoulée, mais également le rapport sur la réforme institutionnelle de l'organisation ou encore le rapport de l'évaluation du premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 et également l'adoption et le lancement du deuxième plan décennal de cet agenda, car le premier plan, comme je l'ai dit plus haut, est venu à terme. Aussi, l'organisation panafricaine a retenu cette année comme thème de l'année 2024 l'éducation, avec pour slogan éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, c'est-à-dire construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour le continent africain. Une victoire, dirais-je, de notre diplomatie est que notre pays a été élu hier soir membre du Conseil spatial de l'Union africaine. Ce conseil regroupe plusieurs pays, 2 pays par région. Nous étions 4 candidats au niveau de notre région, à savoir Djibouti, l'Éthiopie, le Rwanda et le Madagascar. Et Djibouti et Rwanda ont été élus haut la main pour être membres de ce conseil important, le Conseil spatial africain. Notre pays sera donc représenté par M. Aboubakar Hassan Ali, actuel secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à qui je félicite au passage. Cette élection de notre pays à cet important conseil démontre une reconnaissance africaine à notre pays, seulement 3 mois après que notre pays est entré dans une ère spatiale avec l'envoi de notre premier satellite. Enfin, je pourrais dire qu'en marge de ce 37e sommet africain, le président de la République, comme à l'accoutumée, aura un certain nombre d'entretiens bilatéraux avec ses homologues des pays amis et frères qui en ont fait la demande. Merci. L'ambassade de Djibouti à Addis Abeba a abrité une cérémonie de signature des séries d'accords entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, et son homologue de la République de l'Angola, M. Tété Antonio. Ces accords marquent une étape importante dans le renforcement des liens entre les deux nations. 3 accords ont été signés lors de cette cérémonie qui reflètent la volonté des 2 présidents à diversifier les domaines de coopération entre Djibouti et l'Angola.
Tout d'abord, la signature d'un accord général de coopération englobant plusieurs aspects, notamment l'économie, technique, sociaux et scientifique. Ces accords démontrent l'engagement des deux pays à travailler ensemble pour promouvoir le développement dans des domaines névralgiques. Ensuite, un mémorandum d'accord sur les consultations politiques a été établi, soulignant l'importance du dialogue et de la collaboration entre les deux gouvernements. Enfin, la signature d'un accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et les passeports de service. La signature de ces accords témoigne de la volonté des deux pays à renforcer des relations entre Djibouti et l'Angola, ouvrant la voie à une coopération mutuelle bénéfique et durable. Dans son mot, le ministre des Affaires étrangères de l'Angola a indiqué que cette cérémonie, qui traduit la volonté des deux présidents de diversifier les domaines de coopération entre Djibouti et l'Angola. On écoute. Sur le territoire de Djibouti, ici, à l'ambassade de ce pays frère que nous chérissons, parce qu'il a toujours constitué pour nous un modèle de stabilité. Et qui a connu notre histoire comprendra pourquoi Djibouti est porté dans nos cœurs. Et mon frère l'a bien dit, nous avons des relations excellentes avec le Djibouti, mais nous considérons que nous devons continuer à le perfectionner en lui donnant beaucoup plus de substance. Nous pensons que les accords que nous venons de signer aujourd'hui sur la coopération, l'accord général sur la coopération économique, qui est donc un accord mère pour tous les autres secteurs de la vie économique de Djibouti, tout comme de l'Angola, l'accord sur la suppression de visas sur le passeport diplomatique et de service, qui est en fait la traduction du fait que c'est aussi une relation de nos peuples qui doivent circuler et de façon libre entre nous et sûrement on va faire de progrès aussi dans ces domaines-là. Nous saluons surtout le rôle de ce pays frère dans la région de la Corne de l'Afrique. Président l'IGAD, nous savons combien cette organisation est occupée comme toutes nos organisations sous-régionales et qui, même ayant eu comme mission primaire l'intégration économique, et se sont tournés beaucoup vers les questions de paix et de sécurité. Et nous avons eu plus de 27 ans de guerre en Angola, et donc nous comprenons le prix de la guerre, et c'est pourquoi notre diplomatie aujourd'hui est surtout tournée vers la recherche pacifique des solutions des conflits. Et je disais aussi que quand mon frère me parlait du nombre de ports que le Djibouti a, et dans la spécialisation, je crois que c'est une fierté, le modèle que le Djibouti a développé. Et donc, nous en sommes fiers et merci beaucoup de nous faire cet honneur d'être ici et aussi de partager ce moment fraternel et qui, en fait, ne s'arrête pas ici, qui va continuer et encore élargi à tous nos peuples. De son côté, le ministre, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, a déclaré que ces accords marquent une étape importante dans le renforcement des liens entre les deux nations. Voici ses dires. Excellence, Monsieur le ministre Antonio Tete, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, Mesdames et Messieurs, j'aimerais d'abord commencer par accueillir le ministre et sa délégation à l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Et ensuite, lui exprimer nos remerciements d'avoir, avec son équipe, préparé un certain nombre d'accords qui font un petit peu le cadre, qui représente le cadre de la coopération entre la République d'Angola et la République de Djibouti. J'aimerais féliciter d'abord la République d'Angola, son Excellence le Président Lorenzo, pour tout le travail
que l'Angola fait pour la paix en Afrique. Vous savez que le président Lorenzo est le champion de la paix sur le continent africain. Il est très engagé sur la question de la RDC et Rwanda. Il est très engagé sur d'autres dossiers. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut que se féliciter de cette politique étrangère et de cette diplomatie angolaise qui a toujours montré l'exemple quand il s'agit de restaurer la paix et la sécurité sur le continent africain. Sur le plan bilatéral, nous sommes aujourd'hui très heureux d'avoir signé 3 protocoles d'accord qui sont un petit peu, je dirais, le début d'une coopération fructueuse que nous l'espérons pourra ouvrir également d'autres secteurs de partenariat entre l'Angola et Djibouti. Djibouti a une forte expérience en matière de gestion portuaire, de hub logistique, et nous avons beaucoup d'intérêts et de points communs sur lesquels nous pouvons travailler avec la République d'Angola. Ceci, je crois, est une manifestation claire de la solidarité africaine d'abord. Aujourd'hui, nous sommes à Addis Abeba pour les réunions de l'Union africaine. Et quand les pays africains s'expriment cette solidarité, expriment cette volonté politique de créer ce partenariat à travers des cadres juridiques que nous venons de signer aujourd'hui, je crois que c'est la meilleure illustration d'un partenariat africain entre les États africains qui nous permettront certainement de pouvoir aller de l'avant dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, dans la réalisation de l'intégration de l'Union africaine, l'intégration commerciale et économique, grâce donc à cet accord de libre-échange, et faire en sorte surtout que nos concitoyens des 2 pays, nos peuples, puissent profiter, bénéficier des avantages comparatifs des 2 pays. Par la suite, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale djiboutien, M. Mohamed Ali Youssouf, a signé un accord historique avec son homologue de la République du Bénin, M. Aladji Olusegun. Cet accord signé entre les 2 ministres vise à exempter les titulaires de passeports diplomatiques des services des 2 pays. Cette étape reflète les efforts dans le renforcement des liens entre les 2 nations. La signature de cet accord témoigne de l'engagement ferme de Djibouti à consolider les relations avec les nations africaines en favorisant la coopération économique, politique et culturelle entre Djibouti et le Bénin. Cette avancée majeure reflète la vision de Djibouti en tant que partenaire régional engagé dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin a déclaré que cet accord signé témoigne de la ferme volonté de Djibouti de consolider les relations avec les pays africains en favorisant la coopération économique, politique et culturelle entre la République de Djibouti et la République du Bénin. Important dans le cadre des relations entre le Bénin et Djibouti, qui sont des pays frères, mais également important, comme vous l'avez si bien mentionné, pour l'Afrique que nous voulons, soit une Afrique réellement, une Afrique des peuples, qui permettent aux jeunes Djiboutiens de pouvoir visiter le Bénin simplement pour ses études, pour ses affaires, mais aussi pour son plaisir, pour le tourisme, et qui permettent réellement de faire sauter les barrières que nous avons malheureusement héritées de la colonisation, mais qu'il nous faut maintenant d'une certaine manière gommer. Nous allons avoir 2 journées de travail intense sur le thème de l'éducation et comme vous l'avez bien dit, l'éducation est un élément essentiel en fait de la politique de la future Afrique que nous voulons construire. L'Afrique, pour réaliser l'agenda 2063, c'est aujourd'hui que nous devons investir pour que les enfants qui naissent aujourd'hui et qui en 2063 auront 30-40 ans soient des adultes qui permettent de réaliser cette Afrique prospère
dont nous rêvons tous en fait. Et donc je pense que la signature de cet accord, même si ce n'est qu'un premier pas, permet de jeter les bases de ce futur prometteur que nous voulons pour notre continent. Et je suis très heureux que nous partagions ces visions, la vision portée par son Excellence le président Ismaël Omar Guelleh et le président Patrice Talon, parce que c'est comme ça seulement que nous allons réussir à construire l'Afrique. C'est aussi l'occasion pour moi de vous féliciter, Monsieur le ministre, chers frères, et tout le gouvernement de Djibouti pour l'excellent travail que vous faites, aussi bien en matière de stabilisation, de sécurisation du pays, mais aussi en matière d'attraction des investissements, qui fait aujourd'hui de Djibouti un pays essentiel, un pays phare dans la stabilité de toute la corne de l'Afrique et du Moyen-Orient en général, en fait. Félicitations pour cela, parce que cela permet d'ouvrir tout le continent sur cette nouvelle zone porteuse qu'est le Moyen-Orient. Et ce rôle de courroie de transmission et de porte d'entrée est important, et nous sommes ravis de pouvoir compter sur Djibouti en tant qu'amis et partenaires. Et nous sommes ravis de pouvoir compter sur Djibouti en tant qu'amis et partenaires économiques pour l'amélioration des conditions économiques et sociales de nos populations. Le ministre Mohamed Ali Youssouf a indiqué que cet accord signé entre les deux ministres vise à exempter les détenteurs de passeports diplomatiques et de services des deux pays. On écoute le ministre. Monsieur le ministre Olusegun Bakari, qui est donc le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Merci de votre visite à l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Et nous venons de signer un accord qui est très important, qui facilite la circulation de nos populations entre les deux pays. J'aimerais également souligner le fait que le Bénin a toujours été pour Djibouti un partenaire important. Nous avons eu, comme vous vous souvenez, beaucoup d'étudiants djiboutiens qui ont étudié dans ce pays frère. Et nous avions également des enseignants béninois qui venaient travailler, des médecins béninois qui venaient travailler à Djibouti. Je crois que nous sommes sur le continent dans cette tendance à organiser les conditions de la véritable intégration entre les États africains. Et cette intégration commence par les peuples. Je crois que ce que nous souhaitons, comme le dit si bien le ministre, c'est une Afrique des peuples. Et pour organiser l'Afrique des peuples, je crois que le déplacement de nos populations, de nos cadres, de nos businessmen et de tous ceux qui apportent une valeur ajoutée à ce partenariat, à cette intégration. Les facilités de déplacement vers et entre les États africains est extrêmement important pour l'avenir de cette intégration économique, et que nous souhaitons qu'elle se matérialise sur le terrain et qu'elle soit effective. L'autre élément important sur lequel nous avons eu des entretiens et des discussions, c'est autour de la sécurité, de la stabilité de nos régions respectives. Aussi bien en Afrique de l'Ouest que dans la Corne de l'Afrique, il y a des situations assez compliquées et complexes. Et la solidarité des États africains est extrêmement utile pour d'abord échanger les expériences et ensuite essayer de résoudre ces crises et ces problèmes avec un état d'esprit qui a toujours été celui de la solidarité, du partenariat et de l'entraide entre les États africains. Nous avons un phénomène extrêmement important qui sévit en Afrique sahélienne, qui est celui du terrorisme, des bandes armées, du trafic. Également, le même phénomène se répète dans la Corne de l'Afrique, et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'un tel échange d'expériences et de savoir-faire dans la lutte contre ces phénomènes. L'autre également point qui me semble important est celui donc de ce sommet qui est concentré sur le thème de l'année, qui est celui de l'éducation. Nos chefs d'État vont arriver pour beaucoup aujourd'hui. Le continent attend beaucoup de cette politique de formation, d'échange d'enseignants, d'échange de chercheurs, qui, à mon sens, est un petit peu le socle d'une véritable Afrique des peuples. Quand les enseignants, les chercheurs, les étudiants ont la possibilité de se déplacer d'un État africain à l'autre, c'est un investissement pour l'avenir. Le président de la République du Guinée-Bissau, M. Oumarou Sissoko, a quitté Djibouti
après avoir effectué une visite officielle à Djibouti. Le président de la Guinée-Bissau a été salué à son départ de l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre et le ministre de la Justice. Durant sa visite, le président s'est entretenu avec son homologue djiboutien, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, sur les questions d'intérêt commun, notamment la paix et la sécurité régionale, le développement économique et social, mais aussi la lutte contre le changement climatique. Cette visite du président de la Guinée-Bissau à Djibouti est intervenue dans un contexte de rapprochement entre les pays africains qui cherchent à renforcer leur intégration et leur solidarité face aux défis communs. Autre actualité de ce journal, Inchcape Djibouti Automotive, filiale d'Inchcape PLC, géant mondial de la distribution automobile indépendante, a célébré l'arrivée de la marque Shangan à Djibouti. L'événement marquant de cette inauguration est la mise en service d'un tout nouveau showroom à la pointe de la technologie situé à Saline Nord. Des personnalités de marque parmi lesquelles le ministre du Budget, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble, le ministre de l'Éducation nationale, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahmoud, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Mousse Douale, ont honoré de leur présence cette cérémonie. En tant que distributeur officiel de Shangan dans le pays, Inchcape Djibouti Automotive s'engage à offrir une expérience complète aux clients, allant de la découverte de nouveaux modèles Shangan à la réparation multimarque et à la fourniture de pièces d'origine. Ce nouveau showroom incarne l'engagement d'Inchcape envers la durabilité avec une alimentation électrique provenant des sources d'énergie renouvelables et des installations conçues pour minimiser l'impact sur l'environnement. Depuis ses débuts dans la zone franche de Djibouti en 1991, sous le nom de Retsi Automotive, Inchcape a établi sa réputation dans la région. Desservant le marché éthiopien, ce nouveau pas marque une étape significative dans son expansion vers le marché local de Djibouti. On écoute un extrait de l'intervention du président du Chambre de commerce. Pour une fois très honoré de prendre la parole au nom du secteur privé djiboutien, au nom de la Chambre de commerce de Djibouti, de prendre part à cet bel événement que je trouve un plus pour le pays. Un plus puisque nous voyons rarement, à part le groupe Marine, nous voyons rarement un aussi bel outil de présentation des véhicules qui sont destinés pour Djibouti. Donc nous félicitons le groupe Inchcape d'avoir pris l'initiative de faire cette belle vitrine et de montrer que Djibouti est un pays stable, un pays de commerce, un pays d'échange, mais aussi un pays de transit. Je crois que c'est le rôle de Djibouti. Par la même occasion, je profiterai pour encore une fois dire merci aux organisateurs, je dirais, de cet événement, de l'accueil qui est très chaleureux, mais aussi des gammes de véhicules qui sont présentés ici. Je viens d'apprendre que vos prix sont imbattables, mais je sais que vos concurrents vont vraiment bien travailler. Ensuite, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, son Excellence M. Omar Abdi Saïd, a participé à la 11e édition du sommet mondial des gouvernements à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 12 au 14 février, accompagné de l'ambassadeur de la République de Djibouti aux Émirats arabes unis, son Excellence M. Moussa Mohamed Ahmed, ainsi que de hauts cadres du ministère du Travail, dont le conseiller en communication du ministre, M. Khadir Omar Khalil, le directeur général de l'ANEFIP, M. Mahmoud Omar Guelleh, et le conseiller technique en arabe, M. Ousmane.
sous la présidence du ministre des Affaires ministérielles, son Excellence M. Mohamed Abdallah Al-Gergaoui. Cette 11e édition axée sur le thème Façonner le gouvernement de demain a réuni plus de 25 chefs d'État et de gouvernement, 120 délégations gouvernementales, plus de 85 organisations internationales et régionales, ainsi que des leaders d'opinion, des experts et plus de 4000 participants. Le sommet mondial de gouvernement 2024 a été une opportunité précieuse pour échanger des idées sur les tendances mondiales et trouver des solutions aux problèmes de développement et d'ordre humanitaire. Parmi les temps forts, 6 thèmes principaux ont été abordés à travers 15 forums mondiaux couvrant des sujets allant des défis et opportunités de l'intelligence artificielle à la décarbonation de l'économie spatiale. En marge de ce sommet, le ministre djiboutien a participé au forum des ministres arabes en charge de l'administration et des fonctions publiques sur l'intelligence artificielle, suivi d'une cérémonie de remise des diplômes à 42 jeunes lauréats qui ont suivi une formation sur les leaderships de demain des pays arabes en ligne. À Djibouti-Ville, dans la capitale, le secrétariat général du gouvernement, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a orchestré un atelier crucial jeudi dernier au Palais du Peuple. Cet événement d'importance a réuni des acteurs gouvernementaux et des experts en archivage pour discuter des objectifs et des étapes clés d'un projet ambitieux de modernisation des archives des institutions publiques. L'atelier a débuté avec un discours du secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdullahi, mettant en exergue l'importance des archives dans la transparence, la responsabilité et l'efficacité de l'administration publique. Il a souligné les avantages du projet de modernisation des archives, notamment en termes de coordination interinstitutionnelle et d'accès simplifié aux informations officielles. Un public reportage sur la genèse des archives de la présidence de la République a captivé l'attention des participants, sensibilisant le public à l'importance de la gestion efficace des documents officiels, y compris leur tri, le conditionnement et leur numérisation. Des présentations détaillées sur la situation actuelle des fonds d'archives et de la présidence, de la CNSS et de l'ANPH ont suivi, mettant en lumière des exemples concrets des bénéfices de la modernisation de ces archives. Une feuille de route pour les institutions pilotes a été présentée, détaillant la méthodologie, le planning et les responsabilités des parties prenantes, servant de guide essentiel pour la mise en place des systèmes nécessaires à une gestion efficace de ces archives. En renforçant la gestion des archives, le gouvernement s'engage à promouvoir la transparence, la responsabilité et la confiance entre l'administration et les citoyens. Du 19 novembre 2011, qui définit les cadres juridiques régissant les archives dans notre pays. Cette loi énonce les principes fondamentaux et les missions qui incombent maintenant à l'Agence nationale pour la promotion de la culture et en particulier à notre département des archives nationales. L'article 2 de cette loi stipule que les archives, quelle qu'en soit la nature, la provenance, la date, le lieu de conservation et le support, témoignent de leurs activités. Elles sont le reflet de notre identité nationale, de notre citoyenneté et de notre mémoire collective. En tant que gardiennes de l'état de droit, les archives contribuent à la prise de décisions, à la bonne gouvernance, à la transparence, à l'exercice de la démocratie et à l'affirmation des droits de l'homme. Le secrétaire général du gouvernement a souligné l'importance des archives en tant que témoin concret de l'histoire administrative du pays. À peine 2 semaines plus tard, nous voilà réunis afin de procéder, comme l'a souligné le directeur général, à l'ouverture de cet atelier que nous avons organisé conjointement avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture et qui porte sur la gestion des archives. Mesdames et messieurs, les archives représentent le temps. Le temps qui inexorablement s'écoule, le temps passé, le temps présent, et permettez-moi de vous le dire en toute sincérité, mais aujourd'hui, c'est ce temps-là qui nous manque. Le temps nous manque car nous ne pouvons pas nous résoudre à attendre. Le temps nous manque car nous ne pouvons pas le laisser nous prendre nos trésors documentaires. Selon le célèbre adage d'un Africain
qui s'appelait Amadou Ba. En Afrique, disait-il, chaque fois qu'un vieillard disparaît, c'est une bibliothèque que nous brûlons. Mesdames et messieurs, ce que je voulais répéter ici, c'est que nous ne pouvons nous résoudre à voir cette bibliothèque brûlée. Aujourd'hui, face à une certaine inertie, face à notre absence de coordination, c'est notre histoire que nous brûlons. C'est notre passé que nous jetons aux orties. Mais c'est aussi notre futur que nous condamnons. Santé à présent, le ministère de la Santé, à travers la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, connue dans son acronyme CAM, en collaboration avec l'Institut national de l'administration publique, a lancé mercredi dernier au sein de l'ANEFIP le programme de renforcement des capacités en faveur du personnel du central d'achat des médicaments et matériels essentiels. L'objectif de ce programme vise à accompagner le personnel de la CAM aux échanges pour qu'ils aient une parfaite connaissance de leur mission et de faciliter la prise en main des nouveaux outils. Ces modules de renforcement des capacités avec les prestataires ont vu d'améliorer la distribution, comprennent notamment la stratégie de la communication interne, le renforcement des capacités d'analyse, la documentation et archivage, le renforcement des cours anglais des affaires ainsi que l'éthique de la déontologie. Ce programme de formation s'inscrit dans la continuité des efforts du ministère de la Santé à améliorer la chaîne d'approvisionnement. Donc, comme vous le savez, notre ministère a, depuis l'année dernière, adopté un nouveau organigramme et nous avons également mené des activités pour mettre en place une nouvelle politique pharmaceutique. Donc, il était important pour nous à la CAM aussi de s'organiser et de se préparer pour accueillir tous ces changements. Donc, le but de cette formation, c'était accompagner le personnel de la CAM et pour qu'ils aient les outils nécessaires pour être prêts à faire face aux différentes tâches et missions qui nous attendent. Dans ce cadre, nous avons choisi 6 modules pour cette première cohorte. La première, elle vise à renforcer les capacités de nos prestataires de services et améliorer le système de distribution afin que les clients, donc j'ai utilisé le terme client parce que nous sommes prestataires de services au niveau de la CAM, afin qu'on puisse leur donner le meilleur service. Donc nous avons mis en place des équipes qui vont dorénavant s'occuper de la gestion des gros clients comme le CHU, la direction de l'offre des soins, pour avoir une offre complète. Nous avons aussi, sur les conseils de l'INAP, ajouté un module sur l'éthique et la déontologie que nous avons apprécié. On a aussi ajouté un module sur l'anglais des affaires parce que nous coordonnons beaucoup avec des fournisseurs étrangers et pour la plupart, ils parlent en anglais. On a ajouté aussi un module sur la documentation et l'archivage parce que bientôt, on ne va plus utiliser des papiers. Donc, tout va se passer à travers une plateforme. Donc, les réflexes vont changer. Donc, il faut qu'on soit prêt à accueillir ce type de changement. Donc, je tenais beaucoup à remercier le ministère de la Santé pour son soutien, le secrétaire général aussi pour sa coordination. Il est souvent à côté de nous pour nous accompagner dans tout ce que nous entreprenons. Je tiens aussi à remercier la représentante du FUNIAP qui nous a accompagnés au tout début jusqu'à maintenant dans la mise en œuvre de la politique pharmaceutique et pour tous les programmes de renforcement de la CAM. Le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, a félicité d'emblée le directeur général de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels pour avoir eu l'idée d'organiser cette formation dans notre pays et de s'appuyer sur une expertise nationale. Quelque chose qu'on va continuer à renforcer et nous devrons avoir confiance à nos institutions, à nos cadres. On peut faire beaucoup de choses dans notre pays. Ça ne sert à rien d'envoyer 1 ou 2 personnes à l'extérieur, ça va nous coûter trop cher. Donc il vaut mieux utiliser nos institutions, nos experts, pour former le maximum de personnel. Et ça, je peux dire que Dr Hassan, directeur de la CAM, l'a compris et il l'a mis en œuvre avec la collaboration du directeur de l'INAP. Et je voudrais ici le féliciter au nom du ministère de la Santé pour tout ce qu'il a fait. Je voudrais également lancer un clin d'œil aux autres directeurs qui sont présents avec nous pour que ces genres de formation se répètent.
parce que dans une organisation, pour qu'une organisation fonctionne, on a besoin de plusieurs ressources. On a besoin de ressources financières, de ressources matérielles, de ressources informationnelles, mais aussi et surtout des ressources humaines. Et la ressource humaine, c'est la plus importante dans une organisation. C'est elle qui fait tout fonctionner. Ça ne sert à rien d'avoir des équipements, des médicaments, si ces médicaments ne sont pas correctement gérés. Et donc, nous devons donner beaucoup d'importance à la ressource humaine dans toutes nos organisations. Entretenir ces ressources humaines, la développer, c'est comme une plante, hein, il faut toujours l'arroser. Donc, nous devons nous occuper de nos ressources humaines et je suis encore fier par cette formation. Je veux dire aussi encore, il faut qu'on accorde la confiance à notre institution. Je vous assure, monsieur le directeur, que des formations de ce type vont se répéter parce que nos médecins-chefs qui exercent dans les centres de santé ou dans les régions de l'intérieur, c'est vrai, ils ont étudié, ils ont fait la médecine, mais il leur manque une partie, la gestion. Donc, ils sont amenés à gérer les personnels, les matériels, les bâtiments, et ça leur échappe. Et puis, parfois, ça devient un obstacle. La célèbre émission Jeep Talent, produite par la radio-télévision Djibouti, la RTD, en collaboration avec le ministère de la Culture, fidèlement attendue chaque jeudi soir, a encore une fois captivé son public hier soir, 15 février 2024. Diffusée en direct depuis le studio numérique, cette émission a été marquée, mettant en compétition 9 candidats et candidates pour le titre de meilleure voix. Suite aux performances sur scène de 9 sélectionnés jugés par un jury, le vote du public via SMS devront être choisis pour accéder au 8e de finale. Le Uta Omar et Naïma Abdi sont les grands gagnants de cette soirée. Du processus et résultat final qui sont déroulés dans de bonnes conditions. Voici les deux gagnants de la 14e soirée du 16e de finale du concours Jeep Talent 2023-2024. C'est Monsieur Louta Omar Louta avec 16,36 sur 20. Naïma Abdi Ahmed avec 15,65 sur 20. Sous le patronage distingué du ministère de la Jeunesse et de la Culture, le prestigieux Baba Mall de Djibouti a eu l'honneur d'accueillir jeudi une exposition en vente et séance de dédicaces mettant à l'honneur les ouvrages des écrivains djiboutiens.
Cet événement d'exception orchestré avec finesse s'inscrit dans le cadre prestigieux du mois de l'artiste et des langues maternelles, célébrant ainsi la richesse et la diversité culturelle de notre pays. Dans une ambiance empreinte de solennité, l'exposition a été inaugurée en présence éminente de plusieurs personnalités distinguées du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Parmi elles, Mme Madina Saleh, conseillère technique en communication, et Mme Fatouma Abdi Saïd, directrice de la culture, qui ont honoré de leur présence ce rendez-vous littéraire d'exception. Les visiteurs de cette exposition qualifiable à juste titre de mini-salon du livre ont eu le privilège de déambuler parmi une profusion d'ouvrages littéraires, artistiques, culturels, soigneusement disposés sur les étals, offrant ainsi une expérience inoubliable au grand public. Cette exposition exceptionnelle se révèle d'être un véritable baromètre, laissant présager avec optimisme la tenue prochaine d'un salon du livre de renom qui aura lieu à la Bibliothèque et Archives nationales, véritable temple du savoir et de la culture de notre pays. On écoute à présent la réaction de Mme Madina Salah Ali, conseillère technique en communication du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Je m'appelle Madina Salah Ali, je suis la conseillère technique de la ministre de la Jeunesse et de la Culture et également coordinatrice de la célébration du mois de l'artiste et des langues maternelles. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, créé en 2021, célèbre cette année sa 3e édition. Dans le cadre de ce mois, nous avons mis en place un certain nombre d'activités. Nous nous trouvons ce matin au Bawadi Mall afin de célébrer aux côtés des écrivains djiboutiens et donc à travers une exposition de leur ouvrage. Nous avons accueilli la librairie Victor Hugo ainsi que la librairie Discorama qui ont édité beaucoup de livres pour nos écrivains djiboutiens. Également d'autres partenaires qui ont écrit des livres en langue nationale, que ce soit Afar et Somali. Le ministère se donne une priorité dans sa politique de lecture publique d'améliorer tout ce qui est langue maternelle à travers les livres, à travers des œuvres en fait qui seront après distribuées dans nos CDC, puisque la langue maternelle, elle est importante et que nous devons de la préserver. Juste pour un petit rappel, l'exposition va durer 3 jours, va s'étaler sur 3 jours, donc je profite de cette occasion pour appeler les nombreux amoureux de la lecture à venir en masse acheter les livres de nos écrivains et leur montrer ainsi leur soutien. Je vous remercie. La salle polyvalente du Stade Goulet a abrité le lancement de la formation en sécurisme, prévention et secours civique de niveau 1. Cette initiative organisée par le secrétariat d'État chargé des sports en partenariat avec le Croissant Rouge de Djibouti et la Direction nationale de la protection civile vise à doter les acteurs sportifs des compétences nécessaires pour intervenir efficacement en cas d'urgence. La formation dispensée par M. Ali Mohamed, lieutenant formateur de la protection civile nationale, et M. Abdurrahman Mohamed Guedi du Croissant Rouge s'adresse aux entraîneurs, arbitres, juges sportifs ainsi qu'au cadre du département des sports. Elle offre un apprentissage approfondi des gestes essentiels de premier secours et de principes de base pour assurer la sécurité civile. La durée de la formation est prévue sur 10 jours, permettant une immersion complète dans les techniques de sécurisme. L'événement a vu la participation de la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadig Ibrahim, ainsi que du directeur des sports, M. Abshir Ali Hassan. Cette mobilisation démontre l'engagement résolu des autorités sportives et civiles en faveur de la sécurité et du bien-être de la communauté sportive. Le secrétariat d'État chargé des sports a voulu que vous fassiez cette formation parce que c'est une formation qui est primordiale. C'est une formation aussi pour ceux qui utilisent surtout les terrains. Vous êtes souvent sur les terrains et je pense que cette formation vous sera vraiment utile et très importante parce que le premier secours, c'est très important. Il faut savoir les gestes, le lieu, comment se comporter. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir au moins
2 institutions qui sont là pour vous former quels sont les gestes et les faits que vous devez entreprendre. Je vous demande de bien vouloir les écouter, prendre note de cette formation, parce que, comme vous le savez, c'est surtout les sports collectifs qui sont souvent sur les terrains. Cette année aussi, nous ne sommes pas arrêtés sur rien que ceux qui sont sur le terrain, mais aujourd'hui, nous avons au moins faire profiter nos cadres, parce que nos cadres aussi, ils sont sur les terrains. Ils sont sur les terrains, ils sont là, et si jamais il y a un accident, au moins, il faut qu'ils savent quels sont les gestes et l'acte qu'ils doivent prendre. Et je vous souhaite bonne chance, bonne formation, et je déclare aussi le lancement de cette formation. Fait divers de ce journal, c'est dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de marchandises qu'une opération de saisie de cadres de contrebande a eu lieu à Al-Ounay. Les équipes mobiles des douanes et les forces armées de Al-Ounay ont démontré l'engagement indéfectible envers la préservation de l'intégrité économique. Au cours de cette opération, les agents de la douane et les armées de Al-Ounay ont réussi à intercepter environ 27 colis de khat, chacun renfermant 100 paquets de cette substance illicite. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau qui est la contrebande de khat. La destruction des marchandises saisies sur place souligne l'engagement ferme à éliminer les activités illégales qui minent la stabilité économique. Cette action vise à encourager non seulement les trafics, mais aussi à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes de ces actions. Pour sa part, le chef de l'équipe de division des douanes, M. Yahya Moussa, a souligné qu'ils poursuivront les opérations contre ce trafic illicite des marchandises jour et nuit. Et pour l'adjudant Farah, Mohamed Farah, il a indiqué qu'ils vont poursuivre également ces contrebandiers illégaux qui font rentrer des marchandises illégales dans le pays. Les 2 chambres du Parlement de la République fédérale de la Somalie ont pour la première fois depuis 60 ans discuté et approuvé l'amendement de l'achèvement de la Constitution de la République fédérale de Somalie en préparation depuis plusieurs décennies. Les parlementaires et sénateurs des 2 chambres du BFS qui ont tenu une réunion conjointe sur cette question ont reçu le calendrier du débat qui durera plusieurs jours et lorsque ces débats seront terminés, les votes d'approbation auront lieu. Cela signifie beaucoup dans ce 11e Parlement de Somalie, la mise en œuvre du travail d'achèvement de la constitution du pays que les parlements précédents ont échoué. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, à Gaza, au moins une personne a été tuée et de nombreuses autres ont été blessées lors d'une attaque des forces israéliennes contre l'hôpital Nasser à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, a indiqué l'agence de presse palestinienne. L'attaque a été menée contre le service d'orthopédie de l'hôpital. Selon l'agence, l'hôpital est assiégé par les forces israéliennes depuis 25 jours. L'armée israélienne a forcé des milliers de Palestiniens qui cherchaient refuge à l'hôpital Nasser à quitter les lieux en file indienne et de se diriger vers la partie est de Khan Younes. Les blindés continuent d'assiéger l'hôpital, tandis que les bulldozers de l'armée détruisent ses murs en vue de les prendre d'assaut, selon les témoins oculaires. Depuis l'incursion transfrontalière menée le 7 octobre par le mouvement de résistance palestinienne Hamas, qui aurait causé la mort de 1200 personnes selon Tel Aviv, plus de 28 000 Palestiniens ont été tués par l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, qui a également provoqué des destructions massives et des pénuries des produits de première nécessité. C'est tout pour le journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.